prise en charge du patient au cours de cette hospitalisation et qu'en France, la majorité, enfin en tout cas plus de 40% des patients séjournent en soins intensifs à un moment donné de leur séjour hospitalier. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Donc soit ça laisse sous-entendre que nos patients sont sévères, je pense qu'ils ne sont pas plus sévères que les vôtres, ou soit une grande disponibilité de lits en soins intensifs pour ces patients-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une échographie cardiaque a été réalisée dans plus de 80% des cas, une coronarographie dans 20% des cas. Ce qu'on peut noter, c'est que les inotropes étaient utilisés dans 13% des cas, alors qu'on avait un état de choc cardiogénique déclaré que dans 6% des cas. Bon, ce qui est à la fois surprenant mais pas surprenant, c'est les chiffres qu'on observe souvent dans d'autres registres. La ventilation non invasive, je pense à la CPAP, a été utilisée dans 12% des cas. Bon, après, ça devient beaucoup plus marginal. Autre donnée au cours de ce séjour hospitalier. Alors, la durée de séjour, on s'est un petit peu creusé la tête pour cette durée de séjour, parce qu'en fait, la durée de séjour qui était initialement indiquée correspondait au séjour depuis l'admission à l'intérieur de l'hôpital jusqu'à la sortie, y compris la sortie de secteurs de réhabilitation. Donc des fois, ça pouvait faire des durées de séjour extrêmement longues, et on a une durée moyenne de séjour qui est autour de 12 jours. Parce que vous en pensez, mais c'est quand même assez conséquent. Quelques données de sortie des patients. Vous voyez par exemple pour la fréquence cardiaque, on évoquait tout à l'heure l'étude SHIFT, avec l'intérêt éventuellement de ralentir les patients qui ont une fréquence cardiaque à plus de 70 battements par minute. Quand ils sortent de l'hôpital, la moyenne de leur fréquence cardiaque est à 74 par minute. On avait en moyenne une perte de poids d'un peu plus de 4 kg chez ces patients-là. On avait une dégradation de la fonction rénale qui était définie classiquement par une augmentation de la créatinémie supérieure à 25 micromoles dans plus de 20% des cas. À nouveau, un taux de peptide natriurétique qui était dosé dans un tiers des cas à la sortie des patients. Alors, j'ai une petite parenthèse par rapport à ces dosages de peptide natriurétique. C'est vrai qu'on c'est dosé de façon très large en France, que ce soit à l'hôpital mais également en ville. Mais c'est vrai aussi qu'on a peut-être un peu trop influencé les prescripteurs en réalisant pas mal d'études, parce qu'on s'était beaucoup intéressé à ça au début des années 2000, que ce soit en secteur hospitalier et également au cours du suivi. On avait réalisé une des premières études de monitorage du BNP au cours du suivi du patient et de titration du traitement sur les taux de BNP réalisés au cours du suivi. Et on avait montré qu'effectivement, la titration du traitement basée sur les taux de BNP faisait un peu mieux que la titration du traitement basée sur uniquement les éléments cliniques. Et on utilise tellement le BNP que nos agences sanitaires, on va dire, ont réuni il n'y a pas très longtemps justement un groupe de travail pour essayer d'édicter des recommandations, pour essayer de freiner un petit peu ce taux de prescription de peptide natriurétique. Alors qu'en est-il du traitement à la sortie des patients ? Alors vous voyez là dans cette colonne chez tous les patients, dans cette colonne à droite uniquement chez les patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche, et puis tout à droite c'est le pourcentage des patients qui atteignent la dose cible telle que recommandée par les sociétés savantes. Alors si on regarde simplement les classes thérapeutiques principales, vous voyez que les IEC et les ARA2, on va dire IEC ou ARA2, sont prescrits chez 65% de tous les patients à la sortie de l'hôpital et chez 75% des patients avec une dysfonction ventriculaire gauche. Les bêta-bloquants étaient prescrits chez 53% de tous les patients et 66% de tous les patients, et dans 2 tiers des cas des patients avec une dysfonction ventriculaire gauche. Quand on regarde les doses, pour les IEC et les ARA2, 42% des patients sortaient avec la dose cible et 36% sortaient avec la dose cible pour ce qui était des bêta-bloquants. Est-ce que c'est bien, pas bien? À mon sens, c'est pas si mal, si on considère que c'est quand même des patients très âgés qui viennent d'avoir une insuffisance cardiaque aiguë. Et finalement, je trouve que d'avoir 66% des patients qui sortent sous bêta-bloquants, même je trouve que c'est plutôt très bien. Pour ce qui était par contre des anti-aldostérone, seulement 25% des patients sortent sous anti-aldostérone en cas de dysfonction ventriculaire gauche.
Bon, après, vous avez les taux de prescription, les digitaliques, amiodarone, aspirine, anticoagulant. Vous voyez au passage que la moitié des patients sortaient sous antivitamine K et la moitié des patients sortaient également sous aspirine. Alors peut-être plus intéressant, on a 6% des patients seulement, ou 6% quand même, de patients qui sortent de l'hôpital et sont directement adressés dans un réseau ou une unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque ou un centre de réadaptation ambulatoire. C'est pas beaucoup, et en même temps, c'est peut-être déjà pas si mal. C'est pareil, on peut en discuter. Également une diapositive juste pour montrer l'évolution du traitement au cours de l'hospitalisation. Est-ce qu'on avait plutôt tendance à arrêter les IEC ou au contraire les introduire? Pareil pour les bêta-bloquants. Alors, donc pour ce qui était des diurétiques, bon, évidemment, plus de patients sortaient sous diurétiques que de patients qui arrivaient à l'hôpital sous diurétiques. Pas une surprise. Pour ce qui est des IEC, des ARA2, on avait une initiation, une introduction de traitement significative en cours d'hospitalisation, mais également pour ce qui était des bêta-bloquants. Donc il y avait 45% des patients qui arrivaient, qui étaient déjà sous bêta-bloquants, et donc on a vu tout à l'heure, 65% des patients sortaient sous bêta-bloquants, donc introduction de bêta-bloquants chez 20% des patients au cours de l'hospitalisation. Également, toujours pareil, pour illustrer un travail donc, initié par le groupe de travail insuffisance cardiaque, cette étude-là qui avait été publiée l'année dernière et présentée à l'ESC l'année dernière, donc en 2009, où on avait effectivement montré que c'était plutôt mieux de maintenir les bêta-bloquants au cours d'une insuffisance cardiaque aiguë. On avait comparé soit arrêt du traitement, soit maintien des bêta-bloquants au cours d'une décompensation cardiaque. C'était une étude seulement sur 170 patients, donc il n'était pas question de montrer un impact sur la mortalité, ou en tout cas sur un critère relativement dur, mais simplement on avait montré que ça avait un impact bénéfique, notamment sur, je sais plus sur quoi on avait regardé, sur la qualité de vie et sur la proportion de patients à distance qui étaient effectivement sous bêta-bloquants. Donc ça revient à ce qu'on disait hier, c'était quand même très important d'essayer de se donner le mal d'introduire des bêta-bloquants au cours de l'hospitalisation, parce qu'on sait qu'après la sortie, il y a une certaine inertie médicale, et finalement beaucoup de patients vont être pénalisés par le fait qu'ils n'ont pas été traités correctement au cours de l'hospitalisation. Alors, une petite analyse statistique sur les paramètres qui pouvaient permettre d'expliquer pourquoi les patients étaient plus ou moins bien traités à la sortie. Il y a quelques petites choses non surprenantes et des choses un peu plus curieuses. Le fait d'être une femme faisait que il y avait moins d'IEC ou d'ARA2 à la sortie. Bon, c'est probablement peut-être le hasard des analyses statistiques. Par contre, le fait de ne pas avoir de diabète faisait qu'on avait moins souvent des IEC ou des ARA2, ce qui n'est pas vraiment une surprise, ce qui n'est pas forcément justifié non plus, mais c'est comme ça. Pour ce qui est des bêta-bloquants, le fait d'avoir une BPCO ou d'avoir eu une insuffisance cardiaque très sévère, avec un choc cardiogénique, évidemment, on avait moins souvent des bêta-bloquants à la sortie, ce n'est pas une surprise. Bon, il y a également l'impact de l'âge, de la FEVG, ce qui n'est pas non plus une grande surprise. La mortalité intra-hospitalière dans cet observatoire était de 8,3%, donc ce qui correspond un peu aux chiffres qu'évoquait Serge ce matin, avec une forte prédominance de causes cardiovasculaires dans cette mortalité. Alors évidemment, la mortalité était plus importante si on répartissait les patients en fonction de la médiane de l'âge, en fonction de l'existence ou pas d'une dysfonction ventriculaire gauche. On a quand même une gravité plus importante chez les patients avec une dysfonction ventriculaire gauche, et évidemment chez les patients qui arrivaient avec un état de choc. Mais ça, c'était en analyse comme ça univariée. Si on regarde en analyse multivariée, les prédicteurs de cette mortalité intra-hospitalière, d'ailleurs c'est assez intéressant, en fait, les trois seuls qui semblaient ressortir sont trois variables continues, étaient la pression artérielle systolique à l'admission, donc c'est en variable continue, ce qui explique l'odd ratio extrêmement faible, bien sûr, la clairance de la créatinémie à l'admission, et puis le taux de peptide natriurétique également à l'admission. La FEVG, l'âge, le type de cardiopathie, etc. n'interféraient pas finalement de façon significative sur cette mortalité. Alors pour ce qui est le suivi, on va dire, est encore en cours, enfin le suivi est fini, un an. Par définition, l'enquête elle a été faite au mois de mars 2009, donc elle s'est finie en mars 2010, mais c'est pas si facile que ça de récupérer un certain nombre de données et de les analyser. Donc beaucoup d'analyses ne sont pas finalisées, donc je ne vous en parlerai pas. Je vous donnerai juste une indication pour ce qui est de la mortalité
et du taux de réadmission à 1 an. Vous voyez, la mortalité à 1 an est de 30% dans cette population vraiment non sélectionnée, avec à nouveau une forte prévalence de la mortalité cardiovasculaire, ce qui me surprenait un peu parce que c'est quand même une population de 76 ans d'âge. Donc on aurait pu penser quand même aussi que la mortalité à 1 an soit impactée de façon importante par d'autres causes que le cardiovasculaire. 14% de mort subite, 54% dû à une insuffisance cardiaque dite terminale, avec toutes les réserves que ça suppose en termes de définition du type de décès. Et à 1 an, 40% des patients avaient été hospitalisés au moins une fois de façon non programmée. Donc voilà pour les données concernant cet observatoire. Alors ce qui nous avait permis de conclure, ce qui pour moi était assez intéressant quand même, je pense que ce type d'enquête, cette photographie ponctuelle, était pour nous très intéressante, parce que d'une part, on a démontré que ça marchait, ça nous a permis de fédérer quand même 170 hôpitaux au cours d'une seule journée, et de recruter 1800 patients qui n'étaient pas sélectionnés, qui je pense donnent vraiment une idée de ce qu'est la vraie vie autour de l'insuffisance cardiaque aiguë par rapport à certains registres qui sont faits au fil de l'eau et qui sont à mon avis beaucoup moins représentatifs. Non, bon, les conclusions, les données qu'on obtenait ne sont pas forcément très originales. Donc la population est très âgée. Ce qu'on constate en France, c'est qu'on a un accès à l'échographie très important, mais je crois que c'est pareil pour vous. Donc on aime bien le dosage du BNP. On a une durée de séjour qui reste extrêmement longue, 12 jours. Et je pense que même la médiane était autour de 18 jours, très important. La mortalité intra-hospitalière, Serge le rappelait ce matin, donc reste importante, plus de 8%. C'est intéressant, c'est qu'on a l'évidence, et ça avait été montré dans le registre ADER aux États-Unis, on peut avoir des prédicteurs assez simples de la gravité de la maladie dès l'admission des patients, avec la possibilité probablement de construire des scores ou des algorithmes. Et pour ce qui était du traitement, ce qui nous intéressait également, le traitement de sortie par rapport aux guidelines, en 2009, donc, on a trouvé que finalement les choses s'améliorent petit à petit par rapport à d'autres données un peu plus anciennes qu'on avait. Alors, juste pour mettre en perspective ce type, par rapport à la méthodologie justement, de ce type d'observatoire très ponctuel, très resserré, mais en même temps sans sélection des patients, par rapport au registre européen qui a été mis en place à la même période, hein, donc c'était début 2010, pendant 4 mois, pardon, et qui va bientôt rentrer dans une phase dite permanente. Donc c'est un registre piloté donc par la Société européenne de cardio, auquel participent la plupart des États européens, et avec 2 bras, insuffisance cardiaque aiguë, insuffisance cardiaque chronique, et avec une inclusion de 1800 patients avec une insuffisance cardiaque aiguë. Donc quelque chose d'assez comparable à notre observatoire. Non, en fait, j'ai pas mis de données, elles ont été publiées là, il y a 1 mois. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, dans ce registre-là, le taux de mortalité intra-hospitalière, il est de 3%. En France, il était de 0%. Donc ça montre bien quand même que ce type de registre au fil de l'eau, le problème, c'est que ça ne donne pas de données, à mon avis, très fiables de la vraie vie, ce qu'on peut appeler la vraie vie de l'insuffisance cardiaque. Alors, juste la suite de ce type d'observatoire. Donc, pour la première fois en 2010, on a eu une journée de sensibilisation du grand public autour de l'insuffisance cardiaque, qui était une initiative européenne, redistribuée dans chacun des États européens. Et donc, c'était le 7 mai, on a fait notre première journée grand public insuffisance cardiaque, de façon assez timide, mais on va essayer de le faire mieux à partir de l'année prochaine. Et on va essayer de greffer sur cette journée, justement, une pérennisation également de l'observatoire, essayer de fédérer tous les gens intéressés par l'insuffisance cardiaque, qui travaillent à l'hôpital, pour à nouveau essayer d'alimenter cette base de données de façon soit annuelle ou une fois tous les 2 ans.